Bonjour à toutes et à tous. Bon, désolé, on commence un peu en avance, hein, on commence à 35 au lieu de 40, mais ça va permettre peut-être d'avoir un petit moment d'échange avec vous si je finis suffisamment tôt. Vous vous êtes inscrit à cet atelier événement, podcast, vidéo, les nouveaux codes du contenu d'expertise. Ça veut peut-être dire que vous réfléchissez à monter un événement, lancer un podcast, faire peut-être une vidéo, ou peut-être que vous en faites déjà, mais que vous demandez si vous êtes à jour ou non sur le sujet. Bon, j'espère que je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème ? Moi, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Editorial Partner. On fait beaucoup de stratégies éditoriales, beaucoup de stratégies de contenu, beaucoup d'accompagnement éditorial, notamment des dirigeants, mais aussi des équipes. Mais ce sur quoi on est aussi beaucoup sollicité, c'est l'animation de podcasts, d'émissions de télé ou d'événements. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'ADN en fait, du fondateur, à savoir moi, puisque je suis journaliste économique depuis une dizaine d'années, toujours en poste aujourd'hui. J'anime notamment des émissions économiques sur la chaîne Bismart, mais aussi sur BFM Business. Et j'ai tout un réseau en fait, de journalistes économiques avec qui on s'engage pour créer des formats pour les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on crée des formats pour les entreprises alors qu'on est journaliste ? Pour une raison simple, c'est qu'il y a 10 ans, on est venu me voir en me demandant si je pouvais le faire une fois, puis en fait de une fois, on est passé à 3 fois, puis à 10 fois, puis à 20 fois, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Alors, non pas de trouver un nouveau studio vidéo ou podcast, là, il y en a 1000 sur Internet si vous les cherchez, mais d'accompagner sur l'histoire à raconter, sur le narratif, sur la manière d'interviewer, sur se demander un peu ce qu'on va raconter une fois qu'on s'est dit qu'on allait lancer une émission de télé, un podcast ou un format YouTube ou un reportage. Et c'est là, en fait, où, vous l'avez peut-être vu dans les allées, en tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils, de plus en plus de formats qui se développent pour faciliter, en fait, la prise de parole et la mise en avant de l'expertise. Mais il y a toujours ce sujet de comment est-ce qu'on raconte l'histoire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le constat que vous faites, mais en tout cas, moi, c'est le constat que je fais, c'est que l'expertise d'une marque, l'expertise d'une entreprise ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que vous l'avez toutes et tous en fait, dans vos structures, l'expertise, vous l'avez au niveau de vos dirigeants, vous l'avez au niveau des équipes. Mais aujourd'hui, on a tellement facilité la prise de parole que tout le monde prend la parole. Et vous le constatez peut-être dans vos métiers. Sur vos secteurs d'activité, il y a des gens qui connaissent parfaitement leur sujet qui prennent la parole sur votre secteur, et puis il y a peut-être des gens qui connaissent beaucoup moins le sujet, mais qui prennent quand même la parole aussi sur les sujets qui devraient être les vôtres. Le moyen de contrer ça, ça vous oblige, vous aussi, à prendre la parole sur le sujet, et ça vous oblige à demander à vos collaborateurs, à vos équipes, à vos experts en interne, ceux que vous identifiez, de prendre la parole sur le sujet. Aujourd'hui, non seulement il faut être expert, mais il faut être capable de le montrer, il faut être capable de le démontrer, et il faut en plus se demander et vérifier que l'audience l'a compris. Pour cela, ma conviction, c'est qu'il faut un angle éditorial. Le sujet, c'est les nouveaux codes. Petite parenthèse, j'anime donc beaucoup de podcasts, de vidéos ou autres. Et hier, j'animais un dîner de dirigeants. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ça. C'est des dîners où il n'y a pas de caméra, pas de micro. Les dirigeants parlent à bâton rompu un petit peu des sujets. Le thème, c'était cybersécurité et intelligence artificielle. Je ne vous dirai pas qu'il y avait. Ce que je vous dis simplement, c'est que globalement, ce qui ressortait, c'est que tout le monde disait, alors qu'on est quand même sur les sujets de cybersécurité, hein, le sujet qui ressortait, c'était, en fait, ça ne change rien à ce qu'on faisait déjà. Là, en fait, c'est un peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est que finalement, en fait, trouver un angle éditorial, c'était déjà la question qu'on se posait il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est toujours le sujet aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas toujours si évident que ça. Et ça fait partie... Alors, il faut l'adapter aux réseaux sociaux, il faut l'adapter à la manière de diffusion, il faut l'adapter aux expertises, il faut effectivement travailler beaucoup sur le sujet, mais ça reste le maître mot, selon moi, aujourd'hui, pour un contenu impactant. En tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est que les contenus qui marchent le plus, c'est les contenus où on a fait le plus de préparation, mais où on a laissé le plus la place à la spontanéité également. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Alors, c'est un peu un oxymore, parce que d'un côté, on veut préparer énormément, de l'autre, on veut de la spontanéité. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les deux. Mais du coup, si on veut créer un podcast, si on veut créer une série de vidéos télévisées, il faut réfléchir à l'histoire qu'on veut raconter. Il faut un vrai angle éditorial. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes, je ne sais pas si vous voulez parler aux personnes qui font des RH, vous avez envie de parler de marque employeur, vous pouvez vous dire en réunion, on va faire un podcast sur la marque employeur. Super.
Très bien. Bon, quel angle? On va dire l'importance de la marque employeur pour les entreprises. Bon, vous êtes 10 000 en fait à vous exprimer sur ce sujet. Si en revanche l'angle c'est pourquoi vos collaborateurs ne mettent pas en avant vos contenus, pourquoi vos collaborateurs ne s'engagent pas pour vous. Là, d'un coup d'un seul, moi ça m'intéresse un peu plus. C'est un peu plus titillant. Là, ça vient aider à réfléchir, à trouver un angle éditorial. Donc ça, c'est selon moi le premier élément. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse. Généralement, je trouve que le meilleur moyen de trouver un angle éditorial, c'est quand même de faire appel à des professionnels et d'avoir un regard extérieur. Mais ça, après, voilà, c'est vous qui décidez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, moi, je suis absolument convaincu de ça. Il faut être en capacité d'incarner le contenu. On voit les podcasts se développer énormément, on voit les formats courts sur les réseaux sociaux se développer énormément, on voit les vidéos se développer énormément. Il faut être capable de les incarner et en fait, il faut être capable de faire en sorte que ce ne soit pas que le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise qui soit systématiquement sollicité pour prendre la parole sur le sujet. Déjà pour deux raisons. Parce qu'effectivement, c'est peut-être les plus professionnels, puisqu'en soi, c'est ceux qui sont censés réussir à le faire, mais c'est aussi ceux qui ont les discours les plus travaillés, polissés, je ne sais pas, vous avez dit quoi? Formel, formaté, exactement. Donc en fait, où ils ont un charisme, ou elles ont un charisme exceptionnel, ou parfois on passe à côté du sujet, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas sortir un petit peu du rail, alors que les experts, il ne faut pas du tout qu'ils sortent du rail, les professionnels de vos entreprises, mais ils ont d'autres histoires à raconter. Ils ont les histoires du terrain, celles qui vont potentiellement avoir un intérêt pour votre audience plus que le discours du dirigeant ou de la dirigeante. C'est très important de réussir à incarner le contenu, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on va chercher des gens qui ne savent pas forcément prendre la parole, qui ont peur de prendre la parole et qui ne voient pas forcément l'intérêt pour eux d'ailleurs d'aller s'exprimer dans une vidéo, dans un podcast. Et chaque format en plus a sa difficulté. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites le constat dans vos entourages, mais moi les seuls contenus que je regarde à l'heure actuelle, c'est des contenus incarnés. En fait, j'écoute l'expert et si l'expert fait partie de telle entreprise, ça rejaillit après sur la réputation de l'entreprise, mais j'écoute l'expert avant tout, plutôt que l'entreprise. Sur ces formats, il est très important de réfléchir au rythme également. Et ça, c'est un travail. Alors, on peut effectivement demander à ChatGPT, donne-moi le rythme idéal d'un podcast, et puis vous copiez-coller, et puis c'est réglé. Bon, vous me direz comment ça marche. Moi, je pense que c'est plus important quand même d'identifier en fonction du sujet le meilleur rythme à donner à son podcast ou à sa vidéo. Il y a des formats qui marchent. Effectivement, on voit souvent que les podcasts, ça dure 45 minutes. J'ai entendu pendant des années que quand on voulait faire du contenu, quand on voulait faire de la vidéo, il fallait faire court. Bon, aujourd'hui, en fait, finalement, on se rend compte que les vidéos de 2 minutes, c'est génial, mais ce qui marche surtout, c'est les formats longs à partir du moment où on raconte des choses intéressantes. Et si on raconte des choses intéressantes, avec du rythme. Et comment on trouve le rythme? On prépare, on identifie les sujets, on échange avec les intervenants et on raconte une histoire intéressante. Et ça, c'est très important, mais ça, je vais vous le dire à peu près tout le temps. Je prêche pour ma paroisse, ça ne doit pas reposer sur l'intervenant que vous avez choisi en interne, ça doit reposer sur le prestataire que vous avez choisi pour vous accompagner, le journaliste, l'animateur, la modératrice ou le modérateur qui va vous accompagner. Pourquoi? Moi, honnêtement, je le fais tous les jours pour plein d'entreprises différentes. Je pourrais vous les citer à la fin. Il y a la méthode qui marche et la méthode qui ne marche pas. Je vais commencer par la méthode qui ne marche pas. La méthode qui ne marche pas, c'est vous avez trouvé en interne le bon speaker. Je dis le bon speaker parce que généralement, dans les entreprises, le premier qu'on m'envoie, c'est toujours un homme. Le bon speaker qui sait prendre la parole en public, il sait engager les clients, il sait faire des blagues à tour de rôle. Ce sera lui qu'on va envoyer pour une vidéo ou un podcast. C'est généralement le directeur commercial ou autre. Derrière, il y a les enjeux marketing ou communication. Donc on commence à lui écrire son discours. Ce n'est pas lui qui l'écrit. C'est les fonctions marketing ou communication. On envoie ça au DG, on envoie ça au juridique, on retravaille. Lui, de toute façon, il sait prendre la parole en public, donc il lira ça la veille ou le matin même. Et jusqu'au matin même, on m'envoie des versions différentes. Il arrive dans le studio, il se plante. Il se plante parce que ce n'est pas le même exercice, parce que tout simplement, il ne peut pas s'en sortir avec une blague dans une prise de parole en public. Il n'est pas face à ses clients qui lui ressemblent un peu, il est face en fait à une caméra, un journaliste ou une journaliste qui a des questions à lui poser, et en fait on est sur un format long et on est sur un format où il faut avoir des trucs importants à raconter, de l'expertise à mettre en avant. Ce qui marche bien, c'est que vous prenez un homme
une femme qui a une vraie expertise dans son domaine, qui connaît vraiment bien son sujet, mais qui n'a jamais réellement réfléchi à l'idée de le mettre en avant au-delà peut-être d'une présentation d'équipe ou autre. Là, ce que vous faites, c'est que plutôt que de lui écrire son discours, vous lui demandez simplement quels sont les éléments qu'elle veut mettre en avant ou qu'il veut mettre en avant, et ensuite, le journaliste ou la journaliste, enfin la personne qui va faire la modération, va échanger avec les équipes marketing, va échanger avec la com, et je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, moi c'est la com qui m'a dit il faut que telle personne soit en capacité de dire ça, 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 ça. Débrouille-toi. Après, c'est mon métier à moi d'échanger avec la personne pour comprendre un petit peu ce qu'elle veut dire pendant l'interview, mais aussi après faire les bonnes relances, accepter qu'on ne va pas directement sur tel sujet, mais on va aller un petit peu de manière décalée pour revenir sur le sujet, mais faire en sorte qu'à la fin, cette personne ait été suffisamment préparée, suffisamment à l'aise et suffisamment mise en confiance pour tenir le discours que vous aviez anticipé. Ce ne sera jamais exactement ce que vous vouliez, ça n'arrive jamais. En revanche, il y aura les éléments clés que vous vouliez absolument voir mis en avant. Voilà, ça c'est ma conviction. Évidemment, il y a de la préparation des personnes qui interviennent. Moins ils ont l'habitude, plus il faut les préparer. Ça passe par des calls de préparation, ça passe parfois par du média training, ça passe par des mises en situation, mais ça, c'est assez classique et ça, on le voit assez régulièrement. Mais c'est absolument essentiel parce que le grand enjeu, et on parle des nouveaux codes en fait, de ces formats, en soi, ces formats, ils n'ont rien de révolutionnaire. La télé, ça existe depuis des années. Les podcasts, ça a repris des choses qui existaient déjà à la radio depuis des années. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on demande à des gens qu'on ne mettait pas en avant hier de prendre la parole et de s'exprimer sur vos sujets. Et on demande aux personnes de la communication de capitaliser sur ces expertises-là et de les accompagner. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, c'est qu'il faut aller chercher l'expertise et les experts. Pour info, de mon expérience, ça fait 12 ans que je fais ça. C'est généralement les plus timides, c'est généralement les plus ceux qui cherchent le moins à être mis en avant, qui bossent le plus et qui font les meilleurs résultats parce que c'est les plus intéressants en fait à la fin. Mais bon, ça c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas c'est ce que je constate assez souvent. Et souvent j'ai des services communication qui me disent je t'envoie telle personne, mais bon vraiment il a beaucoup de mal à s'exprimer, il a beaucoup de mal en fait à mettre les choses en avant. Il va falloir un accompagnement très poussé. Bon, en fait, contrairement à mon exemple du directeur commercial tout à l'heure, la personne, elle a bossé, on a répété, et en fait, elle connaît parfaitement son sujet parce que son sujet, à lui ou elle, c'est l'expertise et c'est pas effectivement la prise de parole en public. Et généralement, ça marche beaucoup mieux sur ces formats-là. Après, tout ça, ça scénarise aussi, bien sûr. Ça, c'est mon métier. Hein. C'est échanger avec vos différents experts, c'est comprendre qui va dire quoi, comment on le dit à tel moment, comment est-ce qu'on fait une trame de discussion, puisque là, on est sur de l'événement, de l'événement, du podcast ou de la vidéo, donc on est essentiellement sur de l'interview. J'interviens aussi souvent sur des formats où je n'incarne pas moi directement. Ça m'est arrivé encore récemment dans une grande banque. D'ailleurs, je peux le dire puisque je l'ai cité hier dans l'autre conférence chez BNP Paribas, où en gros, on voulait faire un format et faire en sorte d'interviewer le directeur général de la filiale. On s'est posé la question que ce soit moi, et puis en fait, on s'est dit finalement, c'est mieux que ce soit la directrice RSE qui prenne la parole directement et qui fasse l'interview. Bon, là, ça nécessite quand même un média training supplémentaire parce qu'il faut entraîner la personne non seulement à connaître les réponses, mais à poser les questions et à mener une discussion et faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc généralement, on ne fait pas ça en direct, on enregistre et ensuite ça nous laisse la possibilité du montage. Mais ça, c'est aussi totalement quelque chose qui marche très bien selon moi, puisque c'est vos experts qu'il faut mettre en avant. Parfois, c'est bien d'avoir des professionnels qui accompagnent le discours. Et puis dans certains cas, c'est bien en fait que la discussion soit tenue entre experts directement. Et tout ça n'est qu'une question de préparation, de rythme, de scénario et après aussi de diffusion, mais j'aurai un petit mot là-dessus également. Je reviens sur mon sujet de la spontanéité. Pour moi, c'est la clé. Préparation au début, spontanéité. Comment est-ce qu'on crée de la spontanéité ? On a des gens qui sont préparés, qui ont la tête vide. Quand je dis qu'ils ont la tête vide, c'est qu'ils n'ont pas la V15 que vous leur avez envoyée le matin même avec le mot-clé à sortir absolument et à qui on demande de refaire si jamais ils n'ont pas dit exactement cette phrase-là parce que le juridique a rajouté les 15 phrases à la fin qu'il fallait absolument dire pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Non, ils viennent la tête vide, ils savent qu'ils ont leur expertise et c'est le rôle du professionnel ou de la professionnelle de se débrouiller avec ça et de faire en sorte que le discours soit passé. Moi, ça m'est arrivé souvent de
de lire les phrases du juridique à la fin, au moment où il y avait, entre guillemets, globalement, les messages étaient passés, l'expertise était passée, puis bon, je faisais une petite blague, et puis je disais, bon, on rappelle que ceci, cela, et puis c'était réglé. Je ne sais pas si les gens écoutent les phrases que je lisais à la fin, mais en tout cas, le juridique était content. C'est le plus important, la spontanéité. Honnêtement, si on n'est pas capable de garantir, ou en tout cas de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la spontanéité pour les experts, pour moi, ça ne sert à rien d'aller sur de la vidéo, du podcast. Enfin, je le dis très sincèrement, on va passer à côté de l'exercice, on va dépenser de l'argent pour un format qui ne sera pas vu. À un moment, il faut que la personne soit suffisamment à l'aise pour s'exprimer. Et une personne qui récite son texte, déjà quand vous le regardez à la télé, sur des studios, au sein de chaînes de télé, ça ne vous intéresse pas. Mais alors en plus, quand c'est le contenu d'une marque qui se lance, qui vient de lancer son sujet, si cette marque n'a pas pris conscience qu'il fallait justement sortir un petit peu des codes et avoir de la spontanéité, même de quelqu'un qui bafouille, même de quelqu'un qui se reprend. C'est pas grave, ça arrive toute la journée. Donc, mais il vaut mieux de la spontanéité, beaucoup de préparation du côté du journaliste, un cadre très clair du côté de la personne qui doit s'exprimer, mais ensuite, c'est une discussion. Et notamment, si je reprends Je parle beaucoup de podcasts parce que c'est un peu la mode en ce moment. Tout le monde se met à faire des podcasts de 45 minutes dans des studios un petit peu cocooning. Bon, très bien, hein, c'est effectivement très intéressant. Puis c'est un bon format pour faire venir vos experts puisqu'ils ont le temps. Ils ont le temps de se planter, ils ont le temps de reprendre, et ils ont le temps de raconter un petit peu tout ce qu'ils veulent dire. En fait, il faut qu'ils soient capables que vous ayez été capable de leur laisser un petit peu de spontanéité. Voilà, ça c'est ma conviction, mais avec beaucoup de préparation. La spontanéité ne vient qu'avec beaucoup de préparation. La modération, en fait, je ne fais qu'en parler depuis tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas vous, vous en reparler, mais donc c'est très important selon moi, quand on fait intervenir des gens qui ne sont pas experts de la prise de parole en public, de se faire accompagner, et notamment par des personnes qui vont leur poser les questions et des personnes qui sont des professionnels. Je prêche pour ma paroisse, c'est ce que je vends entre autres chez Editorial Partner. Mais pourquoi ? Parce que vous assurez de la qualité de la discussion que vous allez avoir, et vous vous assurez encore une fois que l'expertise, le contenu sera réellement mis en avant, et vous sortez en fait du sujet forme pour demander à un professionnel ou une professionnelle de garantir le fond. Et comme on regarde les formats que vous allez créer, non pas pour la forme, mais pour le fond, puisque pour la forme, c'est assez simple, hein, on fait un podcast de 45 minutes, on fait 10 punchlines de maximum 2 minutes, on les envoie sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez tous, vous savez tous le faire, même si effectivement, ça se travaille, et je vais vous en parler dans un instant. Globalement, l'important, c'est le fond. Vous pouvez travailler la forme autant que vous voulez, vous pouvez prendre les agences les plus chères du monde sur la forme. Si vous n'avez pas le fond, vous passez à côté de votre exercice. Un des moyens de garantir le fond, c'est d'avoir des professionnels qui font sortir cette expertise de vos experts. Voilà, le fond, c'est vous qui l'avez. Nous, on est simplement là pour faire en sorte que ça sorte de vos experts. Et je travaille avec quand même pas mal de modérateurs et journalistes experts dans leur sujet. Alors, on fait beaucoup de B2B. Hier, j'ai été sollicité sur le prêt-à-porter sur TikTok. C'est moins mon expertise. Mais en tout cas, on fait beaucoup de B2B, et on a pas mal d'experts sur ces sujets, que ce soit économie, finance, santé, mode ou autre. C'est ma conviction. Beaucoup de préparation, on en a parlé, et il faut réfléchir aussi au format. Je vous ai pris l'exemple du podcast de 45 minutes. Moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que vous prenez un expert. Mettons dans une entreprise IT, j'ai fait un podcast là-dessus récemment. Cette personne ne s'est jamais exprimée, mais c'est un puits de science globalement sur vos sujets. Vous allez le solliciter pour un podcast de 45 minutes. Il va falloir le préparer. Il va falloir le préparer pour prendre la parole en public. Il va falloir le préparer pour savoir ce qu'il va dire. Mais derrière, en fait, à partir du moment où on l'a sollicité, pourquoi est-ce qu'on ne déclinerait pas ? Pourquoi est-ce que ce podcast de 45 minutes, première étape, on n'en ferait pas des shorts pour les envoyer sur les réseaux sociaux, en gardant en tête, et ça c'est très important, j'en discutais avec d'autres professionnels sur le salon, que l'important et le principal, c'est que le podcast soit écouté, pas que vos shorts fassent 1 million de vues. Ça, c'est bien, mais si ça ne renvoie pas vers le podcast, il y a un trou dans la raquette à un moment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on n'en ferait pas un contenu écrit ? Je pense que s'il y a des professionnels du marketing ici, vous avez fait des livres blancs pendant très longtemps. Là, avec l'intelligence artificielle, on se demande si ça a encore un intérêt ou non. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas quand même à capitaliser dessus ? Pourquoi est-ce que d'ailleurs, ce livre blanc n'en ferait pas une série d'articles pour un blog ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'enverrait pas dans une newsletter ? Et pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas en fait une sollicitation
d'un expert et une expertise dans votre entreprise, dans une machine à contenu que vous pouvez utiliser pendant 1 an entre le format audio, le format vidéo, les shorts, les contenus écrits que vous avez réussi à décliner, le temps de préparation que j'aurais pris avec cette personne et qui aura permis de capitaliser sur des contenus qu'on ne mettra pas en avant dans la vidéo, mais qu'on peut réutiliser derrière. Ça m'arrive souvent, par exemple, pour des communiqués de presse où on me dit, bah là, on va faire on va faire un podcast sur tel sujet, mais en fait, j'aimerais bien avoir des éléments globalement pour mon communiqué de presse ou des citations ou autres. Et en fait, on a sollicité une personne une fois pour un contenu, et derrière, vous avez 10, 15 contenus que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est une idée, c'est en tout cas une méthode qui marche. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bien sûr, adapté aux plateformes, ça c'est indispensable, mais ça, on en a déjà un petit peu parlé. Des contenus qui doivent ensuite fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous, c'est LinkedIn, Instagram, TikTok. Moi, je suis plutôt quand même aujourd'hui sollicité sur des contenus qu'on met sur LinkedIn ou sur Instagram. Et là, alors là, évidemment, la vidéo est clé, bien sûr. Garantir aussi l'expertise de l'écrit. À l'ère de l'intelligence artificielle, on peut utiliser ChatGPT ou Claude pour contourner la page blanche, mais c'est quand même pas mal d'avoir des experts qui relisent, des journalistes qui écrivent pour s'assurer, encore une fois, que ce soit lu, vu ou écouté. Mais j'ai parlé d'une machine de contenu. Ensuite, on pense systématiquement à l'adapter aux plateformes. Attention des plateformes. Enfin, le temps d'attention des plateformes, c'est généralement assez court. C'est un moyen d'attirer sur votre format long, sur votre émission de télé, sur votre podcast, et ça doit réellement être pensé comme tel. Ça veut dire que si demain, vous mettez en avant une expertise qui prend un peu de temps, qui va justifier un cycle de vente assez long, par exemple si on est dans une stratégie marketing, mais que derrière, il n'y a que votre punchline de 30 secondes qui performe et qu'en fait, l'expertise que vous avez tenté de mettre en avant n'est pas du tout écoutée sur le podcast, ça veut potentiellement dire que, bah oui, effectivement, vous avez des stats à montrer à la fin de l'année, mais ça n'a rien généré comme impact et comme engagement sur votre audience. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Et ça se travaille en fonction de vos audiences et en fonction de la maturité de vos plateformes également. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? J'ai terminé, voilà. J'ai pris une vingtaine de minutes pour vous parler de ça. Donc j'accompagne pas mal de clients aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais. Alors, je suis journaliste économique, donc je suis sur Bismart ou sur BFM Business. Je fais ça. En ce moment, j'anime un podcast pour France Invest. J'anime un podcast pour une entreprise dans l'IT qui s'appelle Store Data. Je travaille très souvent avec France Travail aussi sur ce sujet. Je fais ça souvent aussi pour BNP Paribas. Les dîners, bon, c'est un peu plus secret, donc je vous le dirai pas forcément ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai un micro. Je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes les questions que vous vous posiez quand vous voyez le thème et quand vous vous êtes inscrit. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai un micro pour vous permettre d'en poser. Oui. Oui. C'est un format qui est très riche, oui. mais un peu difficile à faire découvrir. Est-ce que vous avez une stratégie pour faire découvrir ce format-là ou Faire découvrir à l'audience à laquelle vous voulez vous adresser ? Le podcast, c'est quoi les... Ouais. Vous dites par exemple sur les réseaux, vous publiez le podcast, alors nous, moi, ce qui marche bien, c'est globalement, effectivement, en fait, moi je pense qu'il faut le marteler partout, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le publier sur toutes les plateformes audio, il faut le mettre sur YouTube, il faut en faire des shorts qu'on envoie sur les différents canaux, il faut que les personnes associées au podcast, parce que en fait, généralement, quand vous faites un podcast, vous ne faites pas un épisode, vous en faites une dizaine, donc vous avez potentiellement 10 ambassadeurs, des 10 épisodes qui vont non seulement se mettre en avant eux, mais mettre en avant les autres. Il faut qu'ils le mettent en avant aussi. Vous avez peut-être une newsletter, vous le mettez en avant dans la newsletter. Vous avez peut-être un blog, vous le mettez en avant sur le blog. Et après, il faut quand même garder en tête que ça ne marche pas du jour au lendemain. En fait, ça prend du temps. Et en fait, c'est un peu ingrat au début, mais les stratégies de contenu, il faut que ça dure dans le temps pour réussir à trouver une audience. Mais encore une fois, en fait, si vous avez un contenu ultra qualitatif demain, avec un angle qui vous permet de vous différencier par rapport aux autres, vous avez plus de chances en fait, que le podcast soit découvert que si vous dites la même chose que vos concurrents avec une stratégie ultra puissante et du paid à grande échelle sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je reviens à l'idée d'angle. Il faut absolument travailler l'angle au départ et après, effectivement, encore une fois, je reviens sur mon idée de machine à contenu, capitaliser au maximum sur le contenu et sur tous les canaux qui existent déjà,
En créer des nouveaux aussi, c'est possible. Mais alors là, effectivement, il faut que le temps soit avec vous, quoi. Et c'est créer un nouveau canal pour un nouveau format, ça se fait, hein, mais ça prend du temps. Ok, ouais. Et pour les KPI des podcasts, à part les écoutes, vous avez d'autres indicateurs qui permettent de savoir que ça a créé de la valeur? Alors ça dépend honnêtement de la raison pour laquelle on crée un podcast. Si on crée un podcast dans une stratégie marketing, est-ce que votre KPI c'est le nombre de leads? Est-ce que c'est le nombre de fois où vos clients vous ont dit qu'ils avaient écouté le podcast et qu'ils avaient trouvé ça intéressant? Est-ce que c'est le nombre de fois où vous avez des nouveaux clients qui sont venus vous voir? Ça, après, ça dépend vraiment de la stratégie pour laquelle on met en place un podcast, parce qu'on ne va pas interviewer les mêmes personnes au sein de l'entreprise non plus. Mais globalement, en fait, il y a quand même un biais, c'est qu'on regarde le nombre d'écoutes avant tout, on regarde le nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Moi, je me bats parfois un petit peu contre ça parce que souvent, en fait, si on a un gros client qui s'est dit bah tiens, eux c'est les experts, mais qu'en fait on n'a pas fait autant d'écoutes qu'on voulait, est-ce qu'on a rempli notre objectif ou non? Est-ce que l'objectif d'une marque c'est de venir concurrencer TF1 ou de vendre plus? C'est la question qu'il faut se poser, mais ça, pour le coup, ça dépend vraiment des départements marketing ou communication avec qui je travaille, et ça dépend aussi de savoir si on travaille avec le marketing ou la communication. Okay, merci. Oui. Est-ce qu'il y a une visibilité? Pardon, merci. Est-ce qu'il y a de la visibilité pour les personnes qui vont écouter le podcast, justement, du nombre d'écoutes, etc. Est-ce que ça peut décrédibiliser? On a peur de ça, en fait. On se dit, j'ai 3 abonnés sur mon podcast, tout le monde va le voir, c'est pire que tout. Ah, tout le monde va voir que personne m'a écouté, en fait, c'est ça? Oui, bah ça en fait c'est une question de préparation et d'anticipation. Ça veut dire que si on considère qu'il suffit d'aller louer un podcast à 100 € l'heure, ou allez j'exagère peut-être un peu, 150 € l'heure dans Paris, et qu'on va mettre son expert et qu'on va le faire parler et qu'ensuite on va publier ça sur YouTube, bah oui on est sûr de passer à côté de l'exercice. En revanche, si on définit en amont la stratégie éditoriale du podcast, qu'on fait de la communication avant, pendant, après, qu'on le publie, et que la première personne à passer, c'est peut-être la personne qui a le plus gros réseau de l'entreprise. Et effectivement, on commence peut-être par le ou la CEO, ou en tout cas les personnes qui peuvent donner une petite impulsion au podcast, et qu'en plus on met en place une stratégie de paid, parce que moi, ça marche parfois de payer, de sponsoriser des posts. J'ai fait grandir des communautés comme ça, et honnêtement, ça fonctionne, donc pourquoi s'en priver? Bah, là, on met toutes les chances de son côté. Et peut-être qu'effectivement, la personne qui a un petit peu peur de ça, on le fait passer en 3e position sur un sujet qui fonctionne. Et honnêtement, le temps est notre ami là-dessus. Plus il est en ligne, le podcast, plus le nombre de vues augmente. Et ça permet de rassurer les personnes qui ont pris la parole. Si je peux me permettre, nous aujourd'hui on a choisi le format plutôt du webinaire parce qu'il n'y a pas cette régularité qu'impose le podcast et qui nous fait peur dans le temps. Est-ce que je vais arriver à tenir le rythme comme une newsletter, comme n'importe quoi? Quel est pour vous l'avantage aujourd'hui du format podcast par rapport au format webinaire? Le webinaire, on l'utilise quand on a un enjeu de communication à un instant T. Le podcast, on l'utilise pour prendre la parole dans le temps, mettre en avant ses expertises. Et c'est pas du tout... En fait, le podcast, c'est de la présence. L'émission TV, c'est de la présence. Le webinaire, c'est un événement. Effectivement, on fait ça aussi, un événement à un instant T, une thématique très particulière. Et là, pour le coup, on va travailler autour de ça. Les deux, pour moi, fonctionnent de la même manière, avec des enjeux différents. Mais je ne milite pas spécialement plus pour le podcast que pour autre chose. Je constate simplement aujourd'hui que les gens aiment bien ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, au fond? Non, mais en fait, c'est moi qui vous l'amène. Donc... Merci beaucoup. Ma question, c'était en effet encore sur le podcast, parce que c'est quelque chose dont on parle très très souvent. Vous, votre recommandation pour toutes les stratèges marketing qui sont en train de faire leur plan marketing Q1, par exemple, ce serait de se lancer vraiment sur ce médium, surtout si, par exemple, on a vraiment de gros objectifs de visibilité et de notoriété? Alors, j'aurais envie de vous dire oui. Après, ça dépend ce que vous faites déjà. Est-ce que vous êtes une entreprise qui se lance ou qui a déjà une stratégie marketing ou communication établie? Enfin, je ne sais pas si... Alors, on est là depuis très longtemps. D'accord. Dans le monde de la formation, depuis plus de 40 ans. C'est juste qu'il faut qu'on dépoussière. Il faut qu'on dépoussière les pratiques. Donc, vous avez les experts à disposition? Oui. Donc, vous avez le contenu? Oui. Et vous avez la capacité de tenir dans la durée? Oui. Oui, moi dans ce cas j'irai complètement, et ça veut dire que vous pouvez commencer par quelque chose de mensuel, ça fonctionne assez bien. Vous avez donc 12 experts à mobiliser demain sur le sujet.
Il suffit juste de réfléchir à une stratégie de diffusion et éditoriale, de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus demain pour ensuite dépoussiérer, mais peut-être sur d'autres canaux aussi. Je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen. En tout cas, si je parle beaucoup du podcast, c'est au-delà du fait que effectivement, c'est un peu la mode en ce moment, c'est que c'est un bon moyen de lancer une stratégie de contenu globale en commençant par ce format qui est un format vidéo, visible, parce que quand je parle de podcast, je parle toujours de podcast filmé, et qui en même temps fait un peu moins peur que la nécessité d'être très bon tout de suite sur un format télévisuel ou aller savoir pourquoi. Il faut que ce soit plus court et plus impactant et plus incisif tout de suite. Donc oui, moi un grand oui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir pour en parler si besoin. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai pas... en plus, je finis pile à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Si j'ai pas eu l'occasion de vous scanner au début, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Si vous souhaitez que je vous envoie un mail pour qu'on puisse continuer à discuter sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup et bonne suite de salon.